Salut et bienvenue dans l'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Ce sont des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Pour ce premier épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Emilien Badou, que l'on ne présente plus aux amateurs de glisse. Pour rencontrer ce champion du monde de freeride, il a fallu prendre la route et surtout de la hauteur, vu qu'on a enregistré cet épisode au Diableret. Une magnifique rencontre que je suis impatient de partager avec vous. Voici l'Aventure, un podcast LFM. Je m'appelle Guillaume Jetta. Bienvenue. LFM présente l'Aventure, un podcast signé Guillaume Jetta. Je m'appelle Emilien Badou, j'habite en Valais, j'ai 37 ans et je fais du snowboard, on va dire à niveau professionnel depuis une vingtaine d'années. C'est une passion qui diminue pas avec l'âge, on va dire. C'est venu comment d'ailleurs dans ta vie le snowboard ? J'ai mon grand frère qui a dû bringuer mes parents pendant au moins 1 an ou 2 pour faire du snowboard. Donc au début on faisait du ski et il m'a prêté une fois son snowboard, j'avais encore les chaussures de ski et j'ai essayé et toute la première piste je suis même pas tombé. Donc Sur ta première tentative. Ouais, ma première tentative, je suis pas tombé. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui vont écouter ça et qui vont être jalouses. Peut-être, mais je suis tombé après, je vous rassure. Mais la première, en tout cas, je suis pas tombé. Quoi. Donc c'était une révélation. J'ai fait et puis c'était cool vu que mon grand frère a fait un peu le chemin. Du coup, ça a été plus facile pour moi d'acheter un snowboard et de m'y mettre. Donc j'ai été un peu dans la première génération à faire du snowboard très jeune. Donc j'ai commencé à 9 ans. Et alors que maintenant les jeunes ils commencent même un peu plus tôt, mais oui, on en voit parfois sur les pistes. Voilà, c'est vraiment en train d'évoluer. Moi j'ai vraiment vécu cette période du snowboard qui était en totale évolution, où une figure c'était presque on voyait quelqu'un la faire pour la première fois, où on pouvait même encore en inventer des nouvelles, donc c'était et on savait pas où était la limite quoi. Maintenant c'est la progression du snowboard est incroyable. En freestyle on est passé de 1 backflip à 4 backflips quoi. Donc, mais d'avoir été dans la découverte de ce sport, c'était génial, c'était vraiment une belle aventure. Tu parles d'évolution du snowboard, pour certaines personnes ça va sembler un peu absurde, mais Instagram n'a pas toujours existé. À cette époque-là, tu voyais comment les nouvelles figures ou ce genre de choses, comment est-ce qu'on se comparait en fait un petit peu, comment on progressait ? Ouais, le monde a vraiment changé vis-à-vis de ça. Avant, on sortait une vidéo par année, européenne ou quelques-unes américaines, et puis c'est ça qu'on suivait. Il y avait quelques magazines, donc moi j'ai été pro assez jeune et mon pro job, à partir de quel âge ? 16 ans on va dire, où j'ai fait que ça pendant quelques années. Et là, mon job, c'était de me retrouver dans quelques magazines et puis d'avoir une part dans une vidéo de quelques minutes. Et en fait, c'était que ça, notre job. Et au début, quand Instagram ou Facebook est arrivé, on s'est dit « Ah, maintenant, on a plus de jobs, on nous demande plus de photos, plus de trucs. » Et au début, ça a paru être un peu un désavantage. Et puis maintenant, après, comme on voit l'influence que ça a, moi j'ai presque envie de dire qu'Instagram, ça a remplacé les journaux ou les magazines ou les vidéos. Donc maintenant, moi je peux créer ma propre vidéo, la poster, et puis elle buzz, et puis après j'ai des retours là-dessus. Donc ça demande du temps, c'est vrai, ça demande un peu plus qu'avant, mais du coup c'est aussi intéressant parce qu'on est un peu notre propre éditeur, quoi, on va dire. T'as moins besoin d'intermédiaires finalement. Exactement, ouais. Avant c'était surtout avec l'évolution des caméras et même maintenant un téléphone fait des super vidéos, donc ça a vraiment changé. Avant il fallait toute une logistique, il fallait déjà que le sponsor paye la production pour que tu puisses filmer pour eux, et après il fallait filmer avec eux, donc qu'ils soient libres. Enfin, c'était quand même beaucoup plus compliqué, et maintenant c'est devenu quand même plus accessible, on va dire, pour un peu n'importe qui de faire une super vidéo et de poster ça sur Instagram. À l'âge de 16 ans, tu fais que du snowboard à ce moment-là quand tu passes pro, ou tu poursuis une formation à côté parce que c'est quand même l'hiver. Du coup, est-ce que tu rides l'été dans d'autres pays, ou à ce moment-là, tu jongles entre plusieurs activités ? J'ai eu la chance d'avoir fait pas mal de bons résultats en compétition en halfpipe en étant à l'école, et du coup dès que l'école obligatoire était finie, mes parents ont accepté que je fasse une année sabbatique, et moi j'ai toujours été attiré aussi par les voyages, donc l'été j'ai bossé 1 mois pour me récolter des sous, et après je suis parti à Madagascar tout seul pendant 1 mois sur une île, et en même temps je ridais les camps d'été, je faisais aussi toute une saison, on ridait beaucoup plus toute l'année que maintenant. Bon, maintenant ma carrière c'est plus le freeride, donc il faut de la poudreuse, donc
Mais avant, on allait beaucoup sur les glaciers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis durant tout l'été. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, donc tu dis maintenant c'est un peu plus freeride. À l'époque, c'était un peu plus halfpipe, c'était plutôt différentes disciplines qu'on retrouverait plus sur les pistes, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais. Il y avait beaucoup plus de stations qui étaient ouvertes hors saison. Et puis, vu que je faisais du freestyle, on s'entraînait dans le halfpipe et les snowparks. Et c'était comme ça toute l'année. Emilien, c'est quoi pour toi l'aventure avec un grand A ? Alors, parce que pour moi, il y a deux types d'aventures. Mais j'ai envie de dire, celle avec le grand A, c'est qu'en fait, je suis un flow, je suis un peu mon cœur. Et je me dis, j'ai envie de faire ça, mais je planifie rien du tout. Et je sais que c'est quand je planifie rien que je vais me faire surprendre par la vie et puis que je vais être beaucoup plus dans le présent et avoir des choses qui ne sont même pas prévues, qui vont m'arriver. Et souvent, elles sont au-delà de mes espérances. Donc, depuis que je me fais vraiment confiance, j'aime bien cette aventure où, par exemple, tu achètes juste un billet d'avion et c'est tout, quoi. Je regarde même pas sur Internet où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Je me laisse vraiment planer sur le flow, quoi, où la vague ou bien où la neige va t'amener. Donc là, en ce moment, par exemple, c'est quelque chose que tu ferais. Donc tu prendrais un ticket pour quelque part, que ce soit en train, en avion, tu pars et puis tu t'improvises sur place. Ouais, j'aime bien comme ça. J'aime bien pas trop planifier. Pour moi, ça enlève tout le fun. Et puis surtout, j'ai une idée dans ma tête, mais c'est juste une espérance de quelque chose, mais j'y mets pas trop d'intention. Parce qu'à partir du moment où tu planifies tout, t'espères avoir certains résultats. Et puis, c'est ça, des fois, qui te fait perdre un peu le plaisir de ce que tu es en train de vivre parce que tu avais trop d'attentes, en fait. Est-ce que les attentes, justement, c'est le problème de manière générale dans les choses qu'on peut entreprendre, à tes yeux ? Ouais, il faut pas trop se faire, pas trop mentaliser, pas trop se faire d'idées, ça coupe le flow. En fait, le mental, c'est quelque chose qui veut programmer, qui veut mettre dans des cases les choses, alors que la vie, c'est plutôt comme une rivière qui coule et qui passe à gauche ou à droite d'un rocher au moment où le rocher apparaît. Et la vie, moi, je la ride pas mal comme ça. Justement, je pense que le surf, c'est un truc qui m'a pas mal aidé parce qu'une vague, elle vient, mais d'une fois que tu te lèves, t'en sais rien de comment elle va casser, de comment elle va dérouler. Et j'essaye d'avoir des buts et précis. Il y a des choses que j'ai envie de faire, mais je laisse la manière d'y arriver un peu me surprendre des fois. Ça peut paraître un peu pas professionnel pour certains trucs, mais moi je pense que ça me met vraiment dans l'instant présent, dans l'écoute, parce que trop planifier des fois des choses, ça peut te faire une erreur où t'as peut-être pas écouté le signe qu'il y avait à l'instant présent, quoi, qui convient pas à ce que toi tu t'es imaginé dans ta tête. T'as toujours fonctionné de cette manière ou c'est quelque chose d'assez récent ? Je me pose cette question parce que t'as quand même une carrière justement où il y a eu des sponsors, des compétitions, ce genre de choses. Et là c'est très difficile, je pense, de faire abstraction des attentes, autant personnelles que celles qui peuvent être éventuellement mises de l'extérieur. Justement, quand tu m'as dit parle-moi de l'aventure avec le grand A, j'ai envie de te dire je mets celle-là avec le grand A et l'autre aventure, ça serait celle où t'as un but et de toute façon, même si t'as tout planifié, il y a toujours des surprises. Donc ça reste toujours de l'aventure. Et sur ça, comme je dis, moi j'ai toujours une idée dans ma tête, j'ai toujours une pensée et je finis toujours par y arriver. C'est ça qui est cool. En général, des fois même, ce qu'il faut, c'est pas renoncer en fait. Si ça s'est pas passé comme ça se passera peut-être pas pendant les 5 prochaines années, mais tout d'un coup, tu as oublié que tu avais envie de faire ça et tout d'un coup, il s'y propose et là, tu y vas. Et c'est ça cette aventure finalement, c'est d'avoir des buts, de jamais trop y renoncer, vraiment avoir beaucoup de persévérance et de se laisser surprendre quoi, le plus possible. Il y a une approche assez spirituelle dans certains de tes mots et j'ai vu cette phrase, tu vas sûrement corriger parce que probablement que je la sors mal, mais où tu parlais des 20 dernières années sauf erreur, ou en tout cas un certain nombre d'années où pour toi je sais pas si tu utilisais le terme aventure, mais tu parlais que ta vie, une grande partie en tout cas, s'était passée à l'extérieur, montagne, ce genre de choses, et que maintenant il y avait un trajet peut-être un petit peu plus intérieur, un peu plus spirituel, avec peut-être notamment le yoga que tu pratiques beaucoup. Est-ce que c'est juste déjà ce que je suis en train de dire ?
Oui, je pense que c'est quelque chose qui vient plus avec l'âge. Je veux dire, quand on est jeune, quand on est beau, tout va bien, on pense que à ce qu'on a envie de faire. Et des fois, l'âge apporte un peu plus de réflexion, un peu plus de sagesse aussi sur comment on entrevoit la vie. Et donc, on fonce un petit peu moins dans l'action et on se remet un peu plus en question. Et puis maintenant, des fois, j'arrive à contrôler ou à voir des choses en moi que j'aurais pas vu avant. Et puis que je pense que c'est quelque chose, vu que, ouais, comme tu dis, je suis quelqu'un de spirituel, moi, mon corps, à un moment donné, je vais le laisser, mais mon âme, elle va continuer. Donc, il y a aussi des choses sur le plan intérieur que j'ai envie de m'améliorer. Parce que si c'est que physique, ça va que décroître, vu qu'on va tous vieillir et mourir. Donc j'ai envie de m'améliorer sur quelque chose sur le long terme. Donc il faut à un moment donné mettre un petit peu moins que sur le physique et que sur les choses qui se réalisent à l'extérieur et plus sur des choses qui sont à l'intérieur qui finalement se conservent jusqu'au dernier souffle, voire même après. Et j'en reviens sur un exemple où j'ai eu la chance de rider l'Obergabeland, qui était une montagne qui me faisait rêver. Et 24 heures après l'avoir fait, j'ai comme eu un vide. C'est parce que d'une fois que tu as fait quelque chose, après il y a un vide. Donc ça veut dire que quand même la matière, c'est éphémère, quoi. Ça t'apporte des plaisirs éphémères. Alors que si tu arrives à conquérir des choses à l'intérieur, après tu gardes une stabilité, une compréhension de comment tu réagis ou de comment tu vis. T'en as fait quoi de ce sentiment justement ? Ce sentiment de vide ? Ouais, c'est soit tu repars sur un autre projet, tu te dis maintenant j'ai envie de faire cette montagne, et puis ça je continue, je suis pas du tout contre faire des choses à l'extérieur, mais ouais, et finalement c'est vide, ces moments un peu de solitude, c'est des moments où tu te remets en question, et puis ça peut être aussi des carrefours dans ta vie où tu te dis là peut-être que je suis arrivé au mieux de ce que je pouvais faire, et c'est souvent moi ce que je fais. Quand j'ai atteint mon meilleur, je change, je fais un autre truc, un autre sport, une autre discipline, ou j'aime évoluer, quoi. J'aime découvrir, et c'est quand même pas mal dans la découverte qu'il y a l'aventure, parce qu'on sait pas à quoi s'attendre. En voyant ton parcours, j'ai essayé involontairement de faire des liens entre un peu tout, parce que c'est comme ça qu'un cerveau, je pense, fonctionne de manière générale. Le lien entre une descente en freeride et par exemple le yoga aujourd'hui, est-ce que dans les deux cas, il y a une forme de méditation ? Est-ce que dans les deux cas, il y a une forme de pleine conscience de ce que tu es en train de vivre sur le moment ? Est-ce que c'est conscientisable ? Enfin, comment est-ce que toi, tu vois un peu ces deux disciplines ? Antagonistes ou alors au contraire très, très complémentaires ? Ah ouais, non, elles sont vraiment complémentaires. D'ailleurs, ça étonne des gens, s'ils regardent mes vidéos, ils voient que je descends tout droit, que je vais à fond, c'est comme si je vivais à 300 à l'heure. Ouais, parce qu'il y a une notion de vitesse à ce moment-là, effectivement. Et au yoga, tout est au ralenti, tout est dans la conscience. Mais au final, j'ai envie d'arriver au même but où, par exemple, là, j'enseigne et c'est comme la montagne. Tu as prévu ton cours ou tu as regardé ton parcours sur la montagne, mais d'une fois que tu es au sommet, tu sais que faut se faire confiance, tu sais quel est ton parcours ou à quoi va ressembler ton cours, mais après tout le reste finalement t'as plus besoin d'y penser, t'as plus besoin de mentaliser tout ça, il faut juste le vivre, et c'est des choses qui se sentent, et moi je suis beaucoup dans le ressenti, et puis faire confiance à ces ressentis, et puis ça amène toujours un super flow, quoi. En général c'est comme ça que t'es vraiment le plus dedans, que ce soit en yoga ou en freeride, c'est quand tu te laisses un peu surprendre, et les envies que tu as sur le moment, mais tout en restant dans la bonne structure pour rester vraiment soit en sécurité en montagne ou soit dans la bonne ligne avec le yoga. Tu parles d'enseignement, quelles sont les valeurs importantes pour toi en ce moment lorsque tu dois encadrer quelqu'un ? Moi j'ai envie que les gens ils arrivent à se sentir eux-mêmes, qu'ils arrivent à sentir la paix, le calme, qu'ils sentent l'alignement. J'ai envie de pouvoir leur apporter quelque chose, et de plus en plus, ça c'est quelque chose qui a changé avec l'âge. Avant je m'intéressais à mon bonheur, je m'intéressais à moi gagner ou à faire du yoga pour me faire du bien à moi, et maintenant j'ai du plaisir à voir gagner d'autres personnes peut-être sous mes conseils, ou à voir quelqu'un faire des progrès en yoga, ou qui me disent ça m'a vraiment fait du bien. Donc je suis en train de transmettre et finalement d'avoir le même plaisir.
c'est vraiment intéressant. Tu accordes donc une importance aussi grande dans l'enseignement spirituel du coup que physique si tu encadres quelqu'un dans un sport. Est-ce que les deux dimensions sont pour toi vraiment très liées dans la performance aussi ? Ouais, alors ça c'est une bonne question. Le freeride, en fait, c'est un sport qui est tellement vaste. Il faut être bon en freestyle, en figure. Il faut être bon en alpin, tout ce qui est technique de virage. Et après, il faut connaître la montagne, donc le côté alpinisme. Donc déjà là, on est très complet. Et puis en plus, rien n'est... On peut pas mettre quelque chose dans un cadre, c'est pas comme faire des piquets ou donc du coup pour moi le spirituel là il a encore beaucoup plus d'importance parce que finalement tu peux aussi demander à la montagne de te montrer la ligne ou enfin il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans ce sport et pour moi ça m'a vraiment fait évoluer. D'ailleurs une fois mon coach mental il m'avait dit mais en fait ce que tu fais ça me fait penser à ces tribus qui doivent monter sur une tour de 30 mètres et puis celui qui gagne c'est celui qui a trouvé la liane la plus courte et ils doivent sauter de 30 mètres avec une liane attachée à la cheville et puis celui qui s'arrête à 1 cm du sol sans le toucher il gagne. Donc en fait on prend des risques énormes mais ça nous force à aller chercher en nous le guerrier ou l'humain ou toutes ces choses et ça finalement c'est spirituel et physique, il y a les deux, t'évolues sur les deux cadres, quoi. On n'est pas des machines, on est des âmes évoluant dans ce sport, quoi. Comment tu vois ta pratique dans les prochaines années ? Pratique donc du coup au sens relativement large, pas uniquement au niveau de la glisse, mais peut-être tes pratiques. J'ai eu un déclic une fois à Bali, j'ai vu un type avec les cheveux gris, un peu un gros ventre et il prenait pas trop de vagues et tout d'un coup il y a eu une énorme vague et c'est lui qui l'a prise quoi. Et là je me suis dit moi je veux être comme lui quoi. Peut-être pas avec le gros ventre et les cheveux gris mais la grosse vague à 60 ans je me vois bien la prendre ouais. Et donc il y a des sports comme par exemple la compétition, j'ai arrêté quand j'étais au top et c'est quelque chose que je suis vraiment content d'avoir arrêter tôt pour pas trop user mon corps pour continuer sur la durée. Donc maintenant c'est vrai que je vois plus la durée, je vais pas sauter sur chacune des corniches que je vais voir, je vais choisir la meilleure et celle qui me plaît et donc c'est de la durée, j'ai envie de faire durer ça et puis montrer que du coup le yoga c'était vraiment le support qui m'a aidé à aller dans la durée et cette conscience de ce que tu manges, de ce que tu vis, de comment tu penses même et faire en sorte que ton esprit ne vieillisse pas et que tu restes comme quand tu avais 14 ans là, passionné par les trucs et puis continuer comme ça quoi. Pour terminer, même si ces belles paroles auraient pu être justement la ponctuation, est-ce qu'il y a un objet ou quelque chose que tu as tout le temps sur toi ou qui représente beaucoup pour toi ? Tu parlais de ton âme qui ensuite continuera son chemin, donc sans l'enveloppe physique, mais est-ce qu'il y a quand même un objet, quelque chose qui représente soit une victoire sur la vie, une victoire en compétition ou quoi que ce soit, ou au contraire, il n'y a rien comme ça qui te vient ? Non, j'en ai un, c'est une histoire assez sympa. D'ailleurs, on va me prendre vraiment pour un hippie 5. C'est les cristaux, pardon. J'en avais un autour du cou. D'ailleurs, j'en ai trouvé 2, mais celui-là, on me l'avait offert et je l'avais mis autour du cou et je lui avais demandé fais-moi gagner les compétitions et aussi protège-moi. Des dangers parce que quand on va faire l'extrême de Verbier il y a plus de cailloux que de neige hein, donc tu as envie d'éviter justement l'accident et je savais déjà qu'il prenait l'énergie donc déjà je le sentais des fois si j'avais beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, il chauffait, le cristal il chauffait, des fois même je devais l'enlever mais en fait tu peux lui donner des informations et puis moi je lui avais donné tout le temps la même information, c'est protège-moi, fais-moi gagner. Et le jour où j'ai gagné le World Tour, je me suis couché dans le lit à 6h le soir après être rentré. Et là, il s'est détaché. Le cristal s'est détaché. Il est tombé dans mon lit comme ça. Il était donc autour de ton cou toute la journée. Autour de mon cou. Et là, l'attache que j'avais mis s'est détachée. Il est tombé. Il avait rempli sa mission. Depuis, je ne l'ai plus reporté parce que c'était presque trop fort. Quoi. Mais tu as refait des compétitions depuis ? Hein ? Tu as refait des compétitions depuis ? Ouais, j'ai refait, mais après ça a été un peu différent. Enfin, ce caillou, en tout cas, il a rempli sa mission. Donc, je lui ai fait, ok, toi, t'as rempli ta mission, ok, merci. Et puis, maintenant, il est sur le pied du Bouddha, au milieu de ma maison. Donc, tu l'as gardé ? Ouais, bien sûr, mais pas besoin de le porter tous les jours. Merci beaucoup, Emilien. Merci à toi.
Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et je vous préviens, on a de très belles choses qui arrivent. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre.